Donc bonjour à tous et à toutes. Moi je m'appelle Hugo Cazel-Dupré, je suis un des trois du trio Obvious. En fait on est trois amis d'enfance qui avons créé du coup un collectif qui s'appelle Obvious et dans lequel on fait de la création artistique avec des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc ça a été un peu dur de reprendre avec notre pratique juste après ce super talk d'Alice. Il y a plein d'idées dedans qui nous intéressent beaucoup. Nous pour le coup du coup par contre on fait des trucs, enfin on fait beaucoup de projets donc on doit s'inscrire un peu dans la vraie vie donc on peut pas avoir autant d'engagement je dirais entre guillemets mais on essaye à notre manière de pouvoir montrer que travailler avec de la technologie en tant qu'artiste c'est aussi un acte dissident d'une certaine manière. Et notamment avec l'intelligence artificielle qui est voilà au cœur de tous les débats en ce moment et sur lequel il y a plein d'idées qui tournent, il y a plein d'avis, c'est un sujet très polémique. Et nous, du coup, depuis 2017, on travaille avec ce type de technologie pour faire de la création artistique et on essaie de faire passer quelques messages sur cette technologie. L'idée, c'est que l'idée de comment on a lancé ce travail-là, moi à la base, j'ai fait des études plutôt d'ingénieur et j'ai un doctorat en intelligence artificielle, donc je suis un scientifique en fait. Et en fait, avec Gauthier et Pierre, donc deux amis d'enfance, depuis très longtemps, on voulait travailler ensemble, mais on n'avait pas vraiment d'outils pour travailler ensemble. Voilà, quand on est un peintre ou quand on est un sculpteur, c'est difficile de partager sa pratique. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, on s'est beaucoup intéressé du coup à ces algorithmes d'intelligence artificielle, un peu avant qu'il y ait voilà tous ces outils qui soient dispo au grand public comme Midjourney, ChatGPT, etc. Et on s'est beaucoup intéressé à ces outils-là. Et en fait, on a découvert dans ces outils-là une manière de travailler ensemble et de pouvoir s'exprimer ensemble donc via un trio d'artistes. Donc voilà, toutes les œuvres qui sortent de notre collectif sont issues de nos trois cerveaux. Il n'y a pas vraiment d'ego dans le trio et l'idée c'est qu'on essaie de faire passer des messages sur l'impact du coup de l'intelligence artificielle sur notre société via nos différentes séries. Notre aventure elle est un petit peu unique dans le sens où elle a commencé de manière extrêmement bizarre. Dans le sens où en fait on a commencé en 2017 à faire notre première série. Donc on a fait une série de portraits classiques en 2017. En fait on est tombé sur un type d'algorithme qui s'appelle les Generative Adversarial Networks, qui est un type d'algorithme qui voilà, peut prendre des données d'image en entrée et ensuite comprendre un peu quelles sont la forme, quelles sont les couleurs, etc. et de pouvoir recréer des nouveaux exemples de cette base de données. Donc nous on a travaillé sur les portraits classiques et on a récupéré 15 000 portraits classiques du 14 au 20e et ensuite on a entraîné notre algorithme là-dessus. À l'époque donc c'était assez compliqué à faire. Aujourd'hui voilà, il suffit d'ouvrir Midjourney pour avoir un portrait classique, mais à l'époque c'était très compliqué, donc on a fait tout ce travail-là et on a sorti une série de 11 portraits classiques qui s'appelle La famille de Bellamy. Et en fait, le truc un peu étonnant qui nous est arrivé, c'est que il y a eu pas mal d'intérêt autour de cette série-là, il y a eu 2-3 articles de presse, et ensuite, en fait, il y a Christie's, une grande maison d'enchères, qui nous a proposé de vendre un de ses tableaux dans une vente en octobre 2018 et donc on a accepté, on voyait ça comme un moyen de faire un peu parler de notre travail et de pouvoir voilà, ouvrir ces questions et ces débats autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art et en fait cette vente-là a pris une ampleur énorme et donc le tableau qui était estimé entre 7 et 10 000 $ a été vendu près de 1 demi-million. Et donc ça a été un énorme tollé, donc il y a eu évidemment plein de réactions négatives, plein de réactions positives, mais ça a vraiment cristallisé un petit peu le débat de la création avec de l'intelligence artificielle et la place de l'artiste dans la création avec ce genre d'outils. Et voilà, et en fait ce qui est intéressant c'est que nous à l'époque, les question qu'on voulait poser avec ces œuvres-là, c'était donc la question donc de qui est l'artiste. Donc évidemment maintenant après 5 ans de travail, enfin plus 7-8 ans de travail, et j'espère que vous l'aurez compris à la fin de la présentation que justement c'est seulement un outil et donc c'est un outil qu'on utilise en tant qu'artiste pour pouvoir s'exprimer et pas du tout un algorithme autonome. Donc c'était un peu les questions qu'on voulait poser et ces questions-là, en fait, elles sont encore au goût du jour aujourd'hui et c'est des questions qui sont qui animent les débats encore aujourd'hui.
On aura l'occasion d'en parler, je suppose, pendant le moment avec les questions. Donc voilà un petit peu pour le début de notre aventure. Après, on a fait plusieurs séries. En fait, nous, on n'avait pas à la base la chance d'avoir fait l'ENSAD, par exemple, ou d'avoir fait une école d'art. Donc en fait, nos premières séries ressemblent un petit peu à une sorte d'étude des différents mouvements artistiques. Donc on a travaillé sur différents mouvements artistiques et comment on a pu les réinterpréter avec notre outil. Travaillé sur des estampes japonaises, sur des masques africains. On a travaillé sur les 7 merveilles du monde aussi, et plus récemment sur le surréalisme. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus tard. Globalement, donc voilà, une fois qu'il y a eu cette vente, on a eu aussi la chance d'être exposé dans plein de musées différents de par le monde, et donc du coup on a pu aussi avoir des réactions très diverses des différentes cultures sur cette technologie-là. Donc c'était extrêmement intéressant et enrichissant. Et voilà, quelque chose qu'on peut dire dans notre travail, c'est qu'on s'intéresse aussi à une manière de pouvoir mixer à la fois notre création qui est extrêmement digitale, extrêmement numérique, avec des savoir-faire ancestraux qu'on trouve très intéressants et qui permettent de faire communiquer différentes formes d'art et pouvoir placer notre pratique comme quelque chose qui se passe dans la continuité plutôt qu'une sorte de changement radical qui serait une sorte d'innovation dans le monde de l'art, qui n'est pas forcément vraiment l'idée. L'idée, c'est plus de voir que voilà, aujourd'hui, il y a des nouveaux outils et que les artistes de leur époque s'emparent des outils de leur époque, et nous, c'est ce qu'on fait. Donc voilà, par exemple, on a travaillé avec un atelier qui est spécialisé dans les estampes japonaises pour produire des estampes japonaises. On a travaillé avec un atelier qui fait des masques africains au Ghana. Voilà, on a fait différents projets comme ça. Globalement, la manière dont on travaille, c'est qu'on a un peu 3 moyens de fonctionner. Donc on a à la fois notre production artistique pure, comme j'ai pu vous montrer juste avant. Ensuite, on a notre partie plus studio, dans lequel on fait des projets plus type projet avec des villes, projet avec des institutions, projet avec des marques, donc plus des projets grand public, entre guillemets. Et après, donc la spécificité de notre travail, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit, moi je suis un scientifique, et en fait on a continué à nourrir ce terreau scientifique qu'on avait en créant un laboratoire de recherche avec la Sorbonne, et dans ce laboratoire de recherche, en fait, on essaie de créer des nouveaux algorithmes qui ont pour but dans leur création, enfin dans leur design, d'avoir une application artistique. Donc, et après, du coup, on les utilise pour nos projets et pour nos œuvres. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Donc voilà, je passais rapidement sur quelques collaborations qu'on a pu faire. On a fait une collaboration par exemple avec Alpine sur une art car, sur laquelle on a fait toute une histoire autour des différentes courses et des différents coureurs qui étaient sur cette marque en 1950. On a fait un vélo pour le Tour de France, par exemple. Donc voilà, c'est des projets assez random, mais qui nous font, qui nous plaisent aussi parce que on arrive à un peu allier certaines passions qu'on a dans notre création. On est aussi pas mal consulté pour l'utilisation donc du coup de nouveaux outils d'IA. Par exemple, il y a pas mal de labos qui viennent nous voir, qui nous disent OK, on a développé cet outil-là, est-ce que artistiquement c'est intéressant ou pas? Par exemple, on a travaillé avec OpenAI dans le passé sur ce sujet-là. Ensuite, donc, je vais vous parler un petit peu rapidement de notre recherche avec la Sorbonne Université. Donc, en fait, notre laboratoire de recherche, il est financé par l'ANR, donc l'Agence nationale de recherche, qui finance les projets de recherche entre universités et le privé. Donc voilà, nous on est considéré comme une entreprise dans ce truc-là, mais en fait, globalement, c'est une manière d'avoir un financement pour notre création artistique. Les sujets sur lesquels on travaille beaucoup, c'est à la fois donc la création de vidéos, c'est un peu la nouvelle frontière qu'il y a en ce moment dans les différentes créations d'algorithmes. Nous, on s'intéresse un peu moins, par exemple, aujourd'hui aux algorithmes de création d'images, parce que c'est un peu, comment dire, c'est un petit peu disponible partout maintenant, c'est un petit peu vu et revu, et nous, on essaie toujours de voir un peu les frontières, les algorithmes qui marchent pas trop, parce qu'en fait, c'est là-dedans qu'on peut développer aussi des esthétiques qui nous plaisent et qui sont un peu nouvelles. Et l'autre partie qui est assez surprenante, c'est sur la partie neurosciences, donc sur ce qu'on appelle le main to image ou main to vidéo.
Donc en fait, ce qu'on peut voir sur la droite, c'est notre dernier projet donc sur le surréalisme. On a travaillé avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. En fait, voilà, vous n'êtes pas forcément au courant de ce qui se fait dans le monde de la recherche, mais en fait, aujourd'hui, les algorithmes de lecture de pensée, c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer, qui est vraiment en train de se concrétiser. Donc ça paraît être de la science-fiction totalement bullshit, etc. Et en fait, pas du tout. Il faut savoir que vraiment, il y a assez de progrès à la fois en neurosciences et dans les outils d'imagerie médicale et en intelligence artificielle pour en fait interpréter les signaux du cerveau pour pouvoir simplement décrypter ce à quoi vous pensez par exemple. Et donc nous ça nous fait un peu flipper, c'est aussi un peu fascinant et donc du coup on avait beaucoup envie de travailler sur ce sujet-là, donc on s'est allié avec l'Institut du cerveau et de la moelle épinière pour faire un projet dans lequel on a développé une méthode dans laquelle on fait tout un tas de trucs et à la fin ce qu'on peut faire c'est on peut aller dans un IRM, fermer les yeux, imaginer une image dans notre cerveau, donc par exemple un volcan, et ensuite on peut traiter les données de cerveau qu'on a récupérées dans cet IRM pour pouvoir essayer de recréer le volcan qu'on s'est imaginé dans nos têtes. Et donc du coup c'est l'objet de notre dernière série, donc par exemple le volcan dont je vous parlais, le voilà. Et en fait voilà, donc typiquement, dans notre travail entre 2018 et 2023, on a beaucoup parlé donc de la création d'images, etc. Et là, aujourd'hui, on s'intéresse beaucoup à ce genre de technologie parce qu'on pense que de la même manière qu'aujourd'hui, il y a Midjourney et que ça pose plein de questions sur l'authorship, sur la création d'images en général, mais on pense que la confidentialité mentale, c'est un sujet qui va vraiment arriver dans les 5-10 prochaines années à venir. Et donc en fait, si on pose pas les questions aujourd'hui de si on trouve ça ok, de qu'est-ce que ça apporte versus qu'est-ce que ça nous prend, en fait, quand ça sera arrivé, ce sera trop tard, ça sera dans vos mains, ce sera dans vos téléphones. Typiquement, vos enfants, ils auront sûrement une notif qui dit est-ce que tu laisses accès à ton hypothalamus pour lire un truc sur tes réseaux sociaux. Et donc vous, ça vous fera super bizarre, mais peut-être pour nos enfants, ça sera une évidence comme quand on clique oui sur activer la localisation. Et donc voilà, sur ce travail-là, on est à la fois en train de développer des outils en recherche là-dessus, donc il y a un papier de recherche sur ce qu'on a fait, mais à la fois aussi c'est une manière d'ouvrir le débat et de faire en sorte qu'il rentre aussi un peu dans les sphères politiques et qu'il puisse être régulé de la bonne manière. Donc voilà, je ne ferai pas plus long et je laisse la parole aux autres invités.